Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je continue avec vous ce cours de mécanique quantique. Donc, on est toujours avec la théorie des perturbations stationnaires. J'ai déjà publié trois parties sur cette théorie et aujourd'hui, on va voir la quatrième partie de cette théorie. Bon, tout d'abord, je vais présenter un petit rappel de ces trois vidéos, de ces trois parties que j'ai déjà publiées. Donc, je rappelle l'équation aux valeurs propres du système perturbé. Alors, ce système, il est perturbé par une perturbation H1 dans l'équation aux valeurs propres, s'écrit sous cette forme. Bien, donc, bien sûr, tout ça, je l'ai déjà expliqué en détail. Donc, je rappelle juste les termes là qui apparaissent dans cette équation. Donc, là, j'ai H0 plus lambda W, c'est H lambda, qui est l'hamiltonien total du système perturbé. Ce terme-là, c'est l'état du système perturbé, qu'on note psi n lambda. Et ce terme-là, c'est l'énergie du système perturbé, qu'on note En lambda. Bien sûr, dans cette équation aux valeurs propres, qui s'exprime donc H lambda psi n lambda est égal à En lambda psi n lambda, donc là aussi vous avez psi n lambda, eh bien, dans cette équation aux valeurs propres, nous avons ce terme-là, lambda W, qui est égal à H1. Donc, c'est H1 là, l'hamiltonien de perturbation, est égal à ce lambda W qui apparaît dans cette équation-là. Avec la condition, bon, la première condition qui a été posée en fait, c'est il faut que H1, donc l'hamiltonien de perturbation, soit petit devant H0. H0 est l'hamiltonien du système non perturbé, avant perturbation. Donc, H1 est petit devant H0, donc nous avons exprimé H1 est égal à lambda W avec lambda est un paramètre réel qui est trop petit devant 1. Ok, donc le lambda contient cette intensité faible de cette perturbation. Donc, c'est pour ça donc, ce que nous avons déjà fait précédemment dans les vidéos précédentes, eh bien, on a développé aussi bien psi n lambda que n lambda en termes de ce lambda, sous forme d'une série hein, en puissance de lambda, de ce paramètre lambda-là. Donc là, vous avez phi n. Qu'est-ce que c'est phi n? Eh bien, phi n étant l'état du système non perturbé associé à l'énergie du système non perturbé, En0. 1n, c'est la correction à l'ordre 1 sur l'état. 2n, c'est la correction à l'ordre 2 sur l'état. Ici, là, vous avez En à l'ordre 1, donc la correction à l'ordre 1 sur l'énergie. Et là, vous avez la correction à l'ordre 2 sur l'énergie. Donc, H lambda psi n lambda est égal à En lambda psi n lambda. À partir de cette équation-là, donc, il y a le terme en lambda là à gauche et à droite. Eh bien, on a fait une identification des termes du même ordre, du même ordre lambda, pour pouvoir donc déterminer les différentes corrections euh, apportées par cette perturbation. OK? Alors, nous avons déterminé les corrections à l'ordre 1 de l'énergie et de l'état à partir de l'équation à l'ordre 1 en lambda. Donc, l'équation aux valeurs propres précédente, ici, on a pris le terme en lambda à la puissance 1. Donc, ordre 1, ça veut dire lambda à la puissance 1, c'est-à-dire lambda. Donc, les termes sont les suivants. Nous avons pris cette équation, on l'a projetée sur l'état phi n, l'état du système non perturbé, qui nous a permis de déterminer la correction à l'ordre 1 sur l'énergie. Donc, En1, c'est la correction à l'ordre 1 sur l'énergie, qui est la valeur moyenne de l'opérateur W dans l'état phi n. Donc, bien sûr, tous les détails sont donnés précédemment dans l'une des vidéos précédentes. De même, la même équation ici, on l'a projetée sur l'état phi m alpha. Alors, phi m alpha, c'est aussi un état propre de H0, l'hamiltonien du système non perturbé, OK, associé à l'énergie EM0, qui est l'énergie du système non perturbé aussi. Mais avec la condition, c'est que cette énergie EM0 est différente de l'énergie EN0, l'énergie du système avant perturbation et pour lequel on détermine ces corrections-là. D'accord? Donc, nous avons ici l'équation aux valeurs propres de H0, donc l'hamiltonien du système avant perturbation avec la condition M différente de N et les énergies aussi.
À partir de cette projection, on a pu déterminer la correction à l'ordre 1 sur l'état. Hein. Donc, c'est une sommation sur les m différents de n. Hein. Donc, il faut bien que m là soit différent du n. Donc, le n, c'est l'état pour lequel on détermine ces corrections. Et puis là, c'est une sommation sur la dégénérescence. Et bien évidemment, l'énergie EM0 peut être un état dégénéré. Bien sûr, là, je rappelle que nous, on est en train de déterminer les corrections apportées par la perturbation pour l'énergie EN0 et bien sûr pour l'état phi n aussi, mais avec le cas où on a considéré EN0 est une énergie qui est non dégénérée. D'accord? Tandis que l'énergie EM0, il peut être éventuellement une énergie dégénérée. Hein, et le degré de dégénérescence, c'est Gm. Hein. Donc c'est pour ça, là, on fait la sommation sur tous les états, phi m alpha, hein, qui apparaissent ici et là, qui sont des états propres de H0 associés à cette même énergie EM0. Hein, donc, cette correction nous donne ce terme-là multiplié par 6 phi m alpha. Bon, là, vous avez l'élément de matrice de W entre l'état du système phi m, l'état du système non perturbé phi m, et l'état du système non perturbé aussi, mais phi m alpha, divisé par la différence de ces énergies-là. Donc, EN0 correspondant à phi m et EM0 correspondant à phi m alpha. Bien sûr, vous voyez bien là, il faut cette condition-là. Hein, donc, il faut bien que EM différent de EN, alors dans 0. On a, à partir de ce résultat-là, on a apporté, on a, si vous voulez, ajouté hein, le fait qu'il faut que ce terme-là qui apparaît dans cette correction-là sur l'état soit petit devant 1. Ok. En plus de la condition, c'est-à-dire la condition initiale, c'est-à-dire H1 est petit devant H0. Donc, il faut aussi que cet élément-là qui apparaît, ce terme-là, qui apparaît dans cette correction, soit petit devant 1 pour que la théorie de perturbation, en fait, reste toujours valable. Bien. Alors maintenant, on va passer vers le calcul de correction sur l'énergie, mais au deuxième ordre. Eh bien, on va considérer maintenant l'équation à l'ordre 2 en lambda. C'est-à-dire là, à partir de l'équation aux valeurs propres que j'ai donnée tout à fait au début de cette vidéo, on a pris ici les termes qui contiennent lambda au carré. Donc lambda à la puissance 2, hein, et qui sont ces termes-là. Hein, donc le terme de gauche et le terme de droite. Eh bien, on va faire la même chose en projetant sur l'état phi n du système non perturbé, hein, qui est l'état propre correspondant à EN0. Alors, après avoir fait cette projection, on va obtenir ces termes-là. Donc, commençons par ce premier terme ici, à gauche. Hein, donc, H0 de n projeté sur phi n. Voilà ce que ça donne. Passons vers le deuxième terme W1n projeté sur phi n. Bien sûr, là, on a affaire à des opérateurs, donc il reste ici. Hein. Tandis qu'on va passer vers le terme à droite ici, donc le n, bon, tous les termes là sont des scalaires. Donc, quand on va projeter, ces termes-là vont sortir. Donc là, EN0 va ressortir. Donc là, on va avoir produit scalaire de phi n de n. Là aussi, le n à l'ordre 1 va sortir. Donc, on va avoir produit scalaire phi n à n. Et de même pour le troisième terme ici. EN2, EN à l'ordre 2, le produit scalaire, phi n, phi n. Ok. Donc là, vous voyez bien, lorsqu'on projette, donc tout ça, je l'ai expliqué précédemment, lorsqu'on projette, eh bien, voilà, le phi n, il est le bras ici, dans tous les termes. Là. Donc, c'est le bras phi n projeté sur toute l'équation. Voyons donc ce qu'on vient d'obtenir ici. Eh bien, regardons le premier terme ici. Nous avons H0 et là, phi n. Et on sait que phi n, c'est un état propre de H0. H0 est inobservable, hein, donc il peut agir sur le bras phi n pour donner l'énergie EN0, l'énergie du système avant perturbation. Donc ça va donner aussi EN à l'ordre 0. Ce qui va rester, c'est le produit scalaire phi n2. Hein, donc ce terme-là est égal à celui-là. Autrement dit, donc ces deux termes-là vont s'annuler. Bien. Voyons là, ici, ce produit scalaire-là. Donc, phi n à n. Or,
On a déjà parlé, lorsque j'ai parlé du choix de la phase de l'état du système perturbé, hein, eh bien, on a montré que ce produit scalaire-là, phi n à n, égale à 0. Donc, il faut revoir la vidéo correspondante à cette égalité-là, ou bien à ce résultat. Donc, ce terme-là égale à 0. Ici, là, vous avez le produit scalaire phi n, donc c'est sa norme. Et aussi, dans la même vidéo, on a imposé le fait que l'état, il est normé. Donc, le produit scalaire phi n égale 1. Bien, donc ce terme s'annule, ce terme s'annule, ce terme s'annule, et là est égal à 1. Donc, ce qui va rester, c'est En à l'ordre 2 est égal à cet élément de matrice-là à gauche. OK? Donc, En à l'ordre 2 est égal à W entre l'état AN et l'état phi n. Bon, l'état AN, on l'a déjà calculé, donc c'est ce que je rappelais juste dans la diapositive précédente. Donc, je vais le remplacer. Bien sûr, là, j'ai mis une couleur pour que vous voyez bien euh, où se trouve cet état AN. OK, donc voilà, donc lorsque je vais remplacer, je vais garder la même couleur ici, hein. Donc, tout ce qui est en violet là, c'est les termes correspondant à AN. Et ce qui est en noir là, c'est le terme là, la W, et le bras phi n, hein. Bien sûr, ce terme-là, bon, c'est un scalaire. Et le terme phi n W, hein, donc là, il va se mettre juste avant le quête phi m alpha. OK? Voilà. Donc, En à l'ordre 2 est égal à cette sommation-là, hein, donc la sommation correspondant à l'état N, et puis le terme phi n W, le voici. Or, regardons bien ce que nous avons obtenu ici. Là, j'ai W entre phi n, qui est le quête, et phi m alpha, le bras. Et là, c'est l'inverse. Donc là, j'ai le phi m alpha qui est le quête, et le phi n, c'est le bras. D'accord? Et W est un opérateur hermétique, c'est un observable aussi. OK? Donc, ce scalaire-là, ou bien cet élément de matrice-là, c'est le conjugué de celui-là et inversement. Donc, lorsqu'on fait le produit scalaire de deux termes, l'un est le conjugué de l'autre, eh bien, le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est le module au carré de ce terme-là. Allons-y, donc je vais écrire En à l'ordre 2. Voilà, donc c'est le module au carré de cet élément de matrice divisé par cette différence des énergies. Donc, on va remplacer tout ça dans l'énergie du système corrigé à l'ordre 2, l'énergie totale, hein, qui est En lambda, qui est, je rappelle là, son expression sous forme de développement. Donc, En à l'ordre 0 plus lambda En à l'ordre 1 plus lambda carré à l'ordre, l'énergie à l'ordre, pardon, ici l'énergie à l'ordre 2 et là, lambda, l'énergie à l'ordre 1. Donc, je vais remplacer tout le monde là, la correction en énergie à l'ordre 1 et la correction sur l'énergie à l'ordre 2 qui est ici. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient En lambda est égal à En0, l'énergie à l'ordre 0, l'énergie à l'ordre 1, donc lambda En1, ça donne la valeur moyenne de H1, de l'hamiltonien de perturbation H1. Et là aussi, lorsque je vais multiplier par lambda carré ici, hein, donc ici c'est lambda carré En2, donc le lambda est un réel, donc il va rentrer lambda ici, on va avoir lambda W, bien sûr, le carré il est dans le module, donc lambda W, or lambda W c'est H1. D'accord? Donc c'est la première diapositive que j'ai présentée. Donc là, ça va devenir l'élément de matrice H1 entre phi n, phi m alpha, et bien sûr, là, c'est le module au carré. Et le reste est le même, bien sûr, plus le développement jusqu'à des ordres supérieurs. Voilà donc pour cette correction sur l'énergie jusqu'à l'ordre 2. Alors, on va discuter un petit peu ou bien ce résultat-là. Tout d'abord, donc là, j'ai juste réécrit le résultat correspondant à l'énergie du système perturbé. Regardons ce terme-là. Bien sûr, là, vous avez un module au carré qui est toujours positif, hein. D'accord? Donc, cela, ça va nous donner une indication sur le signe de ce terme-là, de cette correction à l'ordre 2. Puisque ce terme-là, il est positif toujours, eh bien, le signe de cette correction-là à l'ordre 2 va dépendre de cette
différence entre les deux énergies EN0 et EM0. Ok, donc, le signe de la correction à l'ordre 2 de l'énergie du niveau phi n, qui est bien sûr dû à la présence de ces niveaux-là, phi m alpha, alors ce signe-là est égal à celui de cette différence-là. Donc, si cette différence-là, elle est positive, ce terme-là va être positif. Donc, l'énergie va augmenter en quelque sorte. Et si cette différence-là, elle est négative, eh bien, ça veut dire que l'énergie va diminuer. Hein, donc, elle va descendre vers le bas. Donc, là, si vous voulez, lorsqu'on va présenter le diagramme ou bien la forme de cette perturbation. Donc, on va dire que le niveau phi m alpha, hein, donc, qui est le niveau qui apporte, qui apparaît dans cet apport de perturbation-là, donc le niveau phi m alpha va repousser le niveau phi m, va le repousser d'autant plus qu'il est plus proche de lui, d'une part, et que le couplage entre euh, le niveau phi n et le niveau phi m alpha apporté par l'hamiltonien, par la perturbation H1, est plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire donc le niveau phi m alpha qui apparaît ici, donc cet apport de la perturbation à l'ordre 2, va repousser en quelque sorte le niveau phi n, d'autant plus que ces deux énergies sont proches. Lorsque j'ai EM0 très proche de EN0, eh bien, cette différence-là va être trop, trop petite. Hein. Donc, 1 divisé par quelque chose de petit, ça donne quelque chose de grand. Et bien sûr, le fait de repousser, il peut le repousser vers le haut, si cette différence-là, elle est positive, comme il peut le repousser vers le bas, si cette différence-là, elle est négative, d'une part. Hein, donc, lorsque cette différence-là, elle est petite, c'est-à-dire les énergies, ou bien les niveaux sont proches l'un de l'autre, hein, ça veut dire que les énergies sont proches, hein, et leur différence, elle est trop, trop petite. C'est ça ce que ça veut dire, cette première indication-là. Ou bien, et que le couplage soit plus intense. Hein, donc, le couplage ici entre phi n et phi m alpha apporté par H1, c'est-à-dire ce terme-là, s'il est grand. S'il est grand, bien sûr, ce terme-là va être important. Donc, le repoussement, en quelque sorte, du niveau phi n par phi m alpha dépend de deux choses, dépend aussi bien de cette différence des énergies que de ce couplage-là entre les deux niveaux. Bien, voilà donc pour ce résultat-là correspondant à cette énergie à l'ordre 2. Maintenant, on va un petit peu étudier ce terme-là en lui faisant une petite une majoration pour voir quel est l'ordre, hein, l'ordre de cette correction apportée par ce terme au deuxième ordre, EN2. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on veut arrêter le développement de l'énergie au premier ordre, sans arriver au deuxième ordre. Alors, on pourra se demander quel serait, hein, l'ordre de l'erreur commise par l'évaluation du terme de l'énergie au deuxième ordre. Hein. Donc, on va avoir une idée approximative sur l'ordre de grandeur de cette correction à l'ordre de EN2. OK? Donc, je rappelle ici son expression. Donc, EN2, c'est l'expression que j'ai déjà donnée précédemment. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on va en quelque sorte voir cette différence des énergies et on va considérer une différence d'énergie qu'on appelle delta E. C'est quoi? Eh bien, cette delta E, c'est quoi? C'est la différence en valeur absolue entre l'énergie En à l'ordre 0. Donc là, j'ai pas mis. Bon, je rappelle que lorsque je mets 0, bien, je ne le mets pas, c'est la même chose. Alors, je répète ma phrase. Donc, la différence en valeur absolue entre l'énergie En à l'ordre 0 du niveau étudié et celle du niveau le plus proche. Donc, on va considérer un niveau le plus proche de En 0. Hein. Alors, la différence entre En à l'ordre 0 et ce niveau le plus proche, on va l'appeler delta E. Bien sûr, là, c'est une énergie phi m, qui est M, elle peut être quelconque, hein, donc tous les niveaux.
que ce soit supérieur ou bien le niveau inférieur. Ok. Mais le delta E, c'est le niveau qui est le plus proche du niveau EN, de telle sorte, quel que soit le niveau N, hein, quel que soit EN, on va avoir cette valeur absolue de cette différence-là. Elle est toujours supérieure ou égale à delta E. Bien sûr, si EM0 est le niveau qui est le plus proche, eh bien, cette différence-là, elle est le delta E. Mais si EM0 est un niveau qui est encore plus loin, que ce soit du côté vers le haut, que ce soit du côté vers le bas par rapport à E0, eh bien, cette différence des énergies va être supérieure à delta E. Ok. Donc, delta E, c'est la différence entre l'énergie EN0 et le niveau qui est le plus proche correspondant. Alors, si on prend l'inverse de tout ça, eh bien, cette inégalité va s'inverser. Hein. Donc, on va avoir 1 sur cette différence des énergies en valeur absolue est inférieur à 1 sur delta E. Hein, donc, les inégalités. Donc, je vais la réécrire ici. Et maintenant, je vais exprimer le terme de l'énergie à l'ordre 2 en utilisant cette valeur absolue. Ok. Donc, dans le terme à l'ordre 2, il n'y a pas de valeur absolue. Il y a juste la différence des énergies. Mais là, on est en train de traiter le terme en considérant cette valeur absolue de cette différence des énergies. Voilà. Donc, lorsque je vais prendre ce terme-là et je mets la sommation sur EM alpha de le terme qui est là, et puis on a multiplié en haut par le terme qui apparaît dans la correction à l'ordre 2 en énergie, eh bien, est inférieur. C'est la même chose, on va écrire la sommation sur ce module au carré divisé par delta E. Bien sûr, on pourra faire l'égalité, l'inégalité ne change pas parce que le terme qu'on ajoute ici ou bien qu'on multiplie par cette 1 sur différence d'énergie, eh bien, c'est un terme positif. Hein. Donc, c'est un module au carré. Donc, l'inégalité qui est là va être toujours la même. Hein. Donc, lorsqu'on fait la sommation, on multiplie par ce terme, est inférieur à cette sommation et on multiplie par ce terme. Bien. Or, la sommation des valeurs absolues, elle est plus grande en quelque sorte que la sommation, ou bien, pardon, je répète. Donc, la sommation des valeurs absolues, elle est plus grande que la valeur absolue de la somme, que vous m'avez entendu. Voilà, je l'explique dans cette inégalité. Voilà le terme qui est là, qui est une sommation. Bon, oublions le terme en haut là. Je parle ici de la valeur absolue en bas là. Donc, le terme en haut, il est toujours positif, c'est un terme scalaire. Donc, lorsque je fais la sommation sur quelque chose qui contient des valeurs absolues, et lorsque je la fais sortir à l'extérieur. Hein, donc là, je fais sortir à l'extérieur la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de la sommation est inférieure ou égale, et peut être égale, hein, de la sommation des termes contenant des valeurs absolues. Parce que ce terme va être toujours positif, et la sommation des termes positifs, bien sûr, elle est plus grande que celle si je fais ici, si ce terme-là, on ne sait jamais s'il est négatif ou positif. Donc, la valeur absolue de tout le monde est inférieure à la sommation des valeurs absolues, des termes contenant des valeurs absolues. Donc, ce terme-là est le même et qui est d'autre part inférieur à ce terme-là. Donc, je vais juste le réécrire. Hein. OK? Ce terme-là et celui-là, ce terme et celui-là. Mais ce terme-là, c'est quoi? Eh bien, ce terme-là, c'est notre énergie à l'ordre 2. C'est la valeur absolue de l'énergie à l'ordre 2. Autrement dit, donc l'énergie, ou bien la valeur absolue de l'énergie à l'ordre 2 est inférieure à ce terme-là. Hein, le terme, donc le module au carré de cet élément de matrice divisé par delta E. Donc ce calcul, vous devez bien le refaire à tête reposée, prendre un stylo et une feuille et puis revoir ces calculs-là pour bien comprendre. Bien, une fois qu'on arrive là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on va développer ce module au carré. Hein. Donc on sait que le module au carré, c'est ce terme-là multiplié par son conjugué. Allons-y, donc En, bien, la valeur absolue de En, eh bien, c'est le produit des deux conjugués là, de ces deux termes-là. Ok, donc la phi n
l'élément de matrice entre phi m alpha, et là, c'est l'inverse. Phi m alpha, phi m. Regardons bien ici. Alors, nous avons ici une sommation sur le m, hein, qui est différent de n, hein, bien évidemment, et alpha qui représente la dégénérescence. Donc là, j'ai phi n, w, delta e, w. Donc, le seul terme, ou bien les seuls termes qui dépendent de m et alpha, sont ces deux, là, le ket et le bras. Hein, ket bras qui dépend de m alpha. Autrement dit, ma sommation là, je peux la faire passer ici, parce que ni w, ni phi n ne dépendent de m ni de alpha. OK? Donc, allons-y. Donc, cette sommation-là, je vais la faire passer ici. OK? Alors, on continue. Donc, je réécris ce que j'ai fait euh, juste à la fin de la diapositive précédente. Donc, je vais faire passer la sommation ici, ce qui va donner cette égalité-là, ou bien cette inégalité. Donc, c'est une sommation sur m alpha d'équette phi m alpha, phi m alpha. Alors que les autres termes-là sont indépendants de n, ni de m, ni de alpha. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là encore, il faut revoir euh, les vidéos précédentes, hein. Donc là, c'est un terme qui forme la relation de fermeture. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes, ou bien l'une des vidéos précédentes, la relation de fermeture. Donc, l'identité est égale à la sommation sur tous les quêtes et les bras euh, qui correspondant aux états de l'hamiltonien A0, l'hamiltonien non perturbé. OK? Et le premier terme qui apparaît dans cette relation de fermeture, c'est le produit quête-bras de phi n. OK? Donc 1 est égal à phi n plus ce terme-là. Bon, là, autrement dit, cette sommation-là n'est autre que ce que je vais vous donner ici, c'est l'opérateur identité moins le quête phi n multiplié par le bras phi n. Donc, bon, juste rapidement, donc le 1, en fait, qui représente donc l'égalité de la relation de fermeture, j'ai 1 égale phi n plus cette sommation-là. OK? Bien. Alors, continuons dans si vous voulez, ce raisonnement-là et voyons ce que nous avons obtenu ici. Alors, phi n, w, 1, w, phi n. Donc là, je vais développer ce 1 moins phi n. Premier terme, donc phi n, w, bon, lorsqu'on multiplie par 1, c'est w. Donc, ce qui va donner phi n, w, phi n. Donc, phi n, le quête, phi n, le bras, et on va avoir w multiplié par w, c'est-à-dire c'est w au carré entre phi n et phi n. Bien, moins. Alors, moins, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir phi n, w, phi n, multiplié par phi n, w, phi n. Donc, phi n, w, phi n, phi n, w, phi n. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur moyenne de w, ou bien entre phi n et phi n au carré. Donc, c'est w entre phi n et phi n, le tout au carré. Hein? D'accord? Bien sûr, le tout divisé par delta E qui reste dans le dénominateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ça, c'est la valeur moyenne de w au carré. OK? Et ça, c'est quoi? C'est le carré de la valeur moyenne de w. D'accord? Donc là, c'est la valeur moyenne du carré. Et là, c'est le carré de la valeur moyenne, bien sûr, de w. Donc, je remplace par ces valeurs moyennes. Donc, la valeur moyenne de w au carré moins le carré de la valeur moyenne. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est l'écart quadratique moyen delta w au carré.
Donc là, il faut revoir les notions de formalisme. Hein. Donc, c'est W au carré. Pardon, c'est delta W au carré divisé par toujours delta E. Et lorsqu'on va multiplier tout ça par lambda au carré, hein, donc lambda carré En, bien sûr lambda au carré positif aussi, donc lambda carré En, c'est delta H1. Donc là, on va avoir lambda carré W, ou bien lambda W le tout au carré, ça veut dire c'est delta H1 au carré divisé par delta E. Eh bien, delta H1, comme bien sûr même delta W, delta H1 est l'écart quadratique moyen de l'hamiltonien de perturbation H1 dans l'état non perturbé phi n. Hein, comme ici, bon là c'est l'opérateur, c'est l'écart quadratique moyen de l'opérateur W, toujours dans l'état phi n. Hein. Et là, c'est l'écart quadratique moyen de H1 dans l'état phi n, dans l'état non perturbé phi n. Voilà, donc notre énergie, euh, ou bien l'apport de la correction à l'ordre 2 en énergie, elle est toujours inférieure à ce terme-là, à delta H1 au carré divisé par delta E. Delta E qui est constant. Hein. Donc, ce delta H1 au carré divisé par delta E est une borne supérieure pour le terme de l'énergie à l'ordre 2. Donc, c'est la valeur maximale, c'est la borne supérieure de ce calcul-là. OK? Donc, ce calcul-là nous permet, ou bien nous indique, hein, l'ordre de grandeur de l'erreur qu'on va commettre, hein, sur l'énergie si on veut arrêter le développement euh, à l'ordre 1 en lambda. Donc, on calcule ce terme et on voit est-ce qu'il est petit, grand. Donc, ça nous donne une idée sur la correction à l'ordre 2 en énergie. Voilà. Donc, avec ce qu'on appelle une majoration, donc là, c'est la majoration de la valeur de la correction en énergie à l'ordre 2. Donc, avec cette majoration, donc, je termine cette quatrième vidéo, quatrième partie sur la théorie des perturbations stationnaires, bien sûr. Là, donc, je rappelle toujours, on est avec la théorie des perturbations stationnaires. Puis, on va continuer dans une prochaine vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention.